Merci beaucoup. Bonjour à tous et heureux de vous rencontrer tous à cette conférence de l'OIDP, ici à Cocody. Donc, ma conférence inaugurale sera sur le thème du développement économique local. Alors, quand on parle du développement économique local, on voit essentiellement 3 points qui émergent. Le premier point, c'est qu'on est là dans une approche nouvelle qui prend le contre-pied des approches traditionnelles du développement. Comme vous le savez, depuis les indépendances, nos États ont réalisé des programmes de développement à partir du niveau central, en faisant en sorte que ce développement s'occupe de tout le monde, même s'il n'inclut pas tout le monde. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la particularité du développement économique local, c'est les collectivités territoriales. Ça se fait au sein des collectivités territoriales. Le développement économique local est une manière de mobiliser les potentialités territoriales, les richesses territoriales, et faire en sorte que chaque territoire tire parti de ces potentialités-là pour créer de la richesse, créer des emplois et générer des revenus. Le troisième aspect, c'est qu'on se rend compte avec le temps que la question du développement économique est de moins en moins nationale. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui, on parle beaucoup plus de compétition entre les territoires que de compétition entre les nations. Donc les territoires sont le lieu de la création de richesses, de la génération de revenus, et c'est une demande de la part des populations cette population a été plus ou moins désabusée par le manque ou le déficit de réponse à cette problématique par le niveau central. Le quatrième aspect qu'il est important aussi de souligner, c'est que, comme vous le savez, en Afrique, la décentralisation est venue dans le sillage du multipartisme, de la démocratisation, etc. Donc je dirais que les deux premières décennies, ou les 3 premières décennies, ce qui était important, c'était d'ouvrir le champ politique et permettre à la démocratie de respirer, y compris au niveau territorial. Aujourd'hui, à l'épreuve des questions économiques et financières, le développement économique local prend beaucoup plus d'espace et devient une compétence nouvelle pour les collectivités territoriales. Vous avez des pays, par exemple, où on a revu les lois de décentralisation pour mettre le développement économique local au cœur de ce processus. Et donc, c'est cette nouvelle matière pour les collectivités locales que nous allons aborder cet après-midi. Je vais d'abord commencer par une perspective internationale du développement économique local pour que vous voyez comment les choses ont évolué dans le temps. Les années 60-80, le développement économique local, c'était beaucoup plus l'accent sur comment attirer des investissements sur un territoire. Et les outils utilisés étaient essentiellement des prêts subventionnés, des subventions directes, des exemptions fiscales, etc. Donc ça, c'était les outils qui étaient utilisés. Puis, la période 80-90, où là, l'accent a été plus mis sur le maintien et l'expansion des activités existantes.
Donc on a une première période où c'était la course à attirer des investisseurs, des activités, et puis une deuxième période où on se dit, mais finalement, il vaut mieux faire en sorte que les activités économiques aient une identité territoriale. Comment appuyer les activités économiques du territoire. La troisième période, donc après la fin des années 90, là, il y a eu une évolution de l'appui direct aux entreprises à l'amélioration de l'environnement infrastructurel. Alors, c'est essentiellement aussi le fait des législations de lutte contre le dumping et tout ça, qui ont fait qu'on est passé d'un financement direct des activités économiques à une amélioration de l'environnement d'exercice des entreprises. Comment faire en sorte que ces entreprises-là puissent évoluer dans un bon contexte qui est très peu de coupures d'électricité, qui ait tous les services aux entreprises qui sont désirés et désirables, pour faire en sorte que la compétitivité des unités économiques sur un territoire soit améliorée. Alors, qu'est-ce que le développement économique local en termes de définition? Donc, c'est une approche qui se réfère à des stratégies territorialisées, pilotées localement et mises en œuvre dans le but de générer de l'emploi et de la croissance économique. Donc, ce sont des stratégies qui sont prises en charge et pilotées par les acteurs locaux avec comme objectif de créer de la croissance, de créer des richesses, de distribuer ces richesses-là pour permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. Une autre définition aussi, c'est une approche partenariale basée sur une planification stratégique axée sur la demande locale afin de faciliter la croissance de l'emploi, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie par une meilleure gouvernance. Les questions de pauvreté sont très importantes et de plus en plus, les approches de développement économique local intègrent ces questions-là. Elles intègrent aussi tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, comme vous savez, et le secteur informel, qui ont un impact plus qu'important sur la réduction de la pauvreté. Alors, le développement économique local, c'est un processus. Là, je résume. Vous avez dans un premier temps, on fait une évaluation de l'économie, d'accord? Dans un deuxième temps, on organise le processus, c'est-à-dire que quels sont les processus participatifs qu'on met en place, quels sont les comités qui décident, quand il faut faire des arbitrages, etc. Il y a le processus de décision. Alors, le processus de décision, c'est l'élaboration de la vision. Qu'est-ce que, par exemple, Cocody veut être dans 20 ou 30 ans? Et sur la base de ça, quels sont les programmes et projets qu'on définit pour cheminer vers l'atteinte de cette vision-là? Et puis, on a la mise en œuvre. Cette mise en œuvre est d'autant plus réelle que lors du processus de décision, on a travaillé avec tous les acteurs concernés, d'où l'importance de ce processus participatif pour faire en sorte que les projets, les programmes qui ont été identifiés soient mis en œuvre par les acteurs réels du terrain. Et ensuite, on a un suivi qui va permettre d'ajuster au fur et à mesure la mise en œuvre du processus de développement économique local. Alors, quelles sont les particularités de l'évaluation de l'économie locale? Parce que vous savez, comme on dit, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Si vous êtes maire et que vous ne savez, par exemple, même pas combien de population vous avez, je vais dire le bon ordre de grandeur. Si vous avez 100 000 ou 300 000, si vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est 100 000 ou 300 000, il est clair que vos politiques publiques que vous allez identifier, ils risquent de passer à côté. Eh bien, c'est la même chose, parce que quand on parle d'économie, il faut aussi avoir un minimum de données économiques sur le territoire
pour travailler. Quelle est l'importance, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, l'importance du secteur moderne, du secteur informel, etc., etc. Donc, c'est vraiment un aspect important sur lequel nous mettons l'accent dans l'appui que nous apportons aux collectivités territoriales en Afrique sur ces questions de développement économique local. D'abord, nous essayons, au niveau du territoire, d'avoir une estimation de la production de richesses, et l'estimation de la production de richesses internationalement reconnue, c'est le PIB, c'est le revenu, d'accord? Nous essayons de le faire sur un bassin versant économique, ce que nous appelons des territoires fonctionnels, c'est très important. Pour cela, regardez surtout les villes intermédiaires, les villes moyennes, qui sont dans un schéma de fonctionnement qui prend en compte un interland rural. Et donc, souvent, ces villes-là, elles sont d'autant plus importantes économiquement que leur interland rural est riche sur le plan agricole. Donc, c'est un aspect qui est très important. Mieux mobiliser les ressources financières, au contraire des stratégies de développement économique en Europe. Parce qu'en Europe, quand on fait des stratégies de développement économique, on fait plutôt du désarmement fiscal, c'est-à-dire qu'on essaie de donner des exemptions, etc. En Afrique, le problème est tout le contraire, c'est-à-dire que nous sommes dans un environnement où la fiscalité est assise sur très peu de personnes ou très peu d'unités économiques. Et donc, ce petit nombre d'unités économiques se retrouve surchargé en termes de fiscalité. Ce qu'il faut, c'est élargir la base, quitte à diminuer ce que chacun paye. Vous voyez, on se retrouve facilement avec 2 ou 3 fois plus de budget en allant dans ce sens. Évaluer la valeur du stock de capital public et privé. Comme vous le savez, messieurs les maires, messieurs les conseillers, une ville, une commune, une collectivité qui offre des services le fait sur la base d'un patrimoine communal constitué d'écoles, de centres de santé, de routes, de caniveaux, etc. Donc c'est bon d'avoir la valeur de ce patrimoine dont l'entretien est à la charge de la commune pour mettre en œuvre le niveau d'entretien requis. Les évaluations que nous avons faites dans pas mal de communes montrent généralement que les communes mettent 5 à 10 fois moins qu'il faut pour entretenir leur stock de capital public. Et comme vous le savez, quand vous n'entretenez pas bien votre stock de capital, vous le perdez. Donc vous perdez la capacité de votre commune à fournir des services. Et plus vous investissez, plus vous faites de nouveaux investissements, plus vous aggravez le problème, parce que vous augmentez le stock à entretenir avec le même budget d'entretien. Donc c'est vraiment très important. La première relance économique, c'est de faire du bon entretien. Parce que non seulement, comme je disais tout à l'heure, c'est des intrants pour la production des entreprises, ça améliore les conditions de vie des populations, mais quand vous curez des caniveaux, vous donnez des contrats à des entreprises, quand vous reprenez des voies, vous donnez des contrats, et donc vous générez de l'activité économique qui permet à ces entreprises-là de distribuer des salaires, des revenus qui eux-mêmes vont rentrer dans le circuit économique et booster l'activité économique de façon générale. Donc s'il y a un conseil à donner aux collectivités locales, c'est vraiment de privilégier ce stock de capital. Le stock de capital privé, donc c'est toutes les concessions. Comme vous le savez, dans la plupart des pays, nous avons l'impôt foncier, qui est l'impôt local par excellence, et qui internalise tous les travaux d'embellissement et d'infrastructure. Quand vous avez une voie qui est non goudronnée, par exemple, et que vous la bitumez, vous allez voir que la valeur des constructions au bord de cette voie vont augmenter. Et donc, c'est tout à fait normal que cette plus-value puisse être réinvestie via la commune, via le budget communal, dans la réalisation d'autres activités économiques. Connaissance des pilotes de l'activité économique, c'est très important de savoir dans une commune
Quelle est l'importance, par exemple, de l'économie sociale et solidaire? Quelle est l'importance du secteur moderne? C'est très important. Je vais vous donner un exemple de San Pedro. Quand on avait travaillé sur San Pedro, il y a un moment, on s'est rendu compte que l'excédent brut des entreprises, c'est-à-dire que quand vous avez la valeur ajoutée produite par une entreprise, une fois qu'on paye les salaires, les impôts, vous avez ce qu'on appelle l'excédent brut, qui est utilisé généralement pour rémunérer les détenteurs de capitaux, eh bien, vous avez la moitié de cet excédent brut qui va à l'extérieur. Et la moitié de cet excédent brut, quand nous avons fait des estimations, c'était l'équivalent de l'investissement annuel dans les infrastructures qui se fait dans la ville. Donc, ça veut dire que si cet excédent-là n'était pas exporté, eh bien, vous aurez le double des investissements qui seront faits dans la ville. Donc, vous pouvez avoir deux collectivités locales qui ont le même PIB. Si l'une a un taux d'exportation de l'excédent brut d'exploitation qui est beaucoup plus important, eh bien, on n'a pas les mêmes retombées en termes de niveau d'activité. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Mieux articuler le secteur moderne et le secteur informel. Vous savez, on a vu des exemples aussi, pas mal d'exemples, où toute la consommation intermédiaire et toute la sous-traitance du secteur moderne se fait à l'extérieur. Il suffisait juste de former une frange supérieure du secteur informel à répondre à cette sous-traitance et cette consommation intermédiaire du secteur moderne pour permettre de booster l'activité économique. Mais tout ça n'est possible que si on a des données économiques sur la collectivité territoriale. Ensuite, ces données économiques se comportent comme des outils d'aide à la décision et permettent effectivement aux décideurs d'avancer. Là, c'est juste pour vous montrer les thématiques du développement économique local. Quand on fait un programme de développement économique local, il y a 5 thématiques: gouvernance économique, développement des entreprises, amélioration des conditions de vie, développement des territoires, développement de la main-d'œuvre. Alors, je vais défiler pour ne pas prendre beaucoup de temps. Sur la gouvernance économique, donc, nous avons un ensemble de sous-thématiques que vous avez là: organisation de développement économique, c'est-à-dire renforcement de capacités, partenariat public-privé. Vous avez amélioration municipale, les questions des finances locales. Vous avez les questions d'inclusion, l'intégration des migrants, égalité des chances, les femmes entrepreneurs, l'économie sociale et solidaire, les travailleurs marginalisés, etc. La planification en termes d'évaluation économique, de suivi et évaluation. Vous avez maintenant le grand thème développement des entreprises, environnement des affaires, guichet unique, association d'entreprises, réduction de la bureaucratie, d'accord? Il s'agit juste, par exemple, de réduire les délais. Quand vous voulez créer une entreprise dans une ville, que vous puissiez le faire en 2 jours, quoi, pas en 6 mois. Et que vous puissiez le faire au même endroit. Pas que vous passez 6 mois à sillonner entre les ministères, mais que vous ayez un guichet qui vous permet de régler tous vos problèmes. L'attractivité économique, rétention d'activité économique, vous avez la question des clusters aussi. Alors, suite le développement des entreprises, les questions de chaîne de valeur, micro-entreprises, PME, PMI, les innovations, on peut revenir là-dessus après si vous avez des questions. Alors, vous avez le thème sur le développement des conditions de vie, tout ce qui concerne les services de base, les égouts, gestion des déchets, alimentation en eau, les questions de développement communautaire et les minorités aussi, qui sont une préoccupation dans un processus de développement économique. Vous avez les questions territoriales, les questions de transport, de télécommunications, d'énergie, d'eau et d'assainissement, qui sont des aspects très intéressants parce qu'on s'est rendu compte au fil des ans que tous ces éléments-là, toutes ces dépenses-là sont en réalité des intrants à la production des entreprises. Donc, moins, par exemple, il y a de coupures d'électricité dans une ville, mieux les entreprises se portent. Plus il y a de coupures d'électricité, moins ça va. Donc, ce sont des choses. Le développement territorial, ensuite, vous avez les réhabilitations, le marché immobilier, la gestion des ressources naturelles. N'oublions pas
ce que le préfet Orgrad a dit ce matin, hein, c'est-à-dire faire du développement économique sans compromettre le futur des générations, donc ça c'est important. Vous avez enfin le développement de la main-d'œuvre, mettre en place des systèmes de recherche d'emploi, de compétences, de jeunesse, de minorités aussi. Alors, maintenant, je voudrais vous parler, juste pour finir, de la question du Covid, de l'impact du Covid. Comme vous le savez, la Covid, je n'ai jamais compris pourquoi on est passé de le Covid à la Covid. Bon, c'est toujours un peu bizarre, mais au début c'était le Covid, et puis après on dit la Covid. Okay. Alors, ce n'est pas nécessaire de faire un très grand développement sur les impacts. Le confinement, aujourd'hui, toutes les estimations sont vraiment très alarmantes. Vous avez même la directrice générale de la Banque mondiale qui dit que la récession engendrée par la Covid va être plus terrible que celle de 1929. 1929, ça avait beaucoup touché les pays industrialisés. C'était la première fois où il y a eu des millions de travailleurs qui sont retrouvés à la soupe populaire. C'était vraiment du jamais vu. Et la Covid réveille cette peur-là. Au Maroc, par exemple, il y a la Confédération générale des entreprises qui a fait une enquête et qui a démontré que la baisse de la création de richesses va tourner entre 45 et 55% de l'ensemble de la valeur ajoutée annuelle. Donc ce sont vraiment des chiffres qui sont terribles. Les estimations aussi de la Commission économique pour l'Afrique vont dans le même sens, c'est-à-dire des baisses drastiques d'activité économique et le passage dans la pauvreté de centaines de millions de personnes. Donc pratiquement, je dirais, tous les efforts de développement qui ont été faits depuis 10 ans risquent d'être annihilés par la Covid. Nous avons essayé juste de regarder quel est l'impact au niveau des ressources financières des collectivités locales. Donc on a fait des estimations sur la base d'un modèle économétrique qui montre, ça c'est par région d'Afrique, hein, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, en moyenne de l'ensemble des collectivités locales. Ça c'est sur les ressources financières. Les baisses vont aller de 60%, de 70% pratiquement à 15%. Selon les pays et selon les régions d'Afrique. La même chose, nous avons regardé sur... Alors là, je ne sais plus si c'est par où qu'il faut. Bon, c'est pas grave, hein. Je crois que la dernière d'appui ne veut pas parler. Mais la dernière d'appui, c'est sur les dépenses d'investissement. Là aussi, ça montre des baisses drastiques sur les dépenses d'investissement des collectivités territoriales. Voilà ce que je voulais vous dire en présentation introductive sur le développement économique local. Et évidemment, je suis prêt et disponible à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Alors, comment ça se passe? Merci, M. Yatta. Applaudissements encore pour lui, s'il vous plaît. Alors, vous allez rester au pupitre et on va permettre à l'audience, on va dire au public, de poser des questions ou de faire des contributions. Mademoiselle, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis M. Marius Bouguet, chef de projet à la Fédération pour la paix universelle, Bureau Côte d'Ivoire. Ma question est de savoir, pour une localité donnée, quelle est la meilleure option pour parvenir à un véritable développement local? Est-ce un investissement massif dans les infrastructures ou bien un investissement dans le capital humain? Merci beaucoup. C'est bon? Merci beaucoup.
Merci. Félicitations, monsieur le conférencier, en tout cas, c'était brillant. Alors, moi, c'est M. Cablan Ange Michael. Je suis directeur général d'un cabinet qui travaille beaucoup en zone rurale. Et notre travail, justement, c'est d'accompagner les collectivités dans le développement vraiment axé sur la création des richesses. Et nous avons eu quelques exemples, qui étaient intéressants au départ, mais vers la fin, bon, on est resté un peu sur notre fin pour une question de financement de l'activité en elle-même. Il s'agit d'évaluer, c'est-à-dire faire une évaluation du potentiel au niveau local, surtout dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et autres. Et nous proposons des plans d'action stratégiques en termes de réalisation. Donc, il y a la question du financement. Le problème qu'on a eu, c'est que lorsque nous faisons tout ce travail, vers la fin, la question du financement de l'activité reste posée. Donc, la question, c'est est-ce que les collectivités ont vraiment, des budgets pour réaliser ces activités-là? Le mieux que nous faisons, c'est de proposer un cadre d'investissement pour justement favoriser l'investissement privé. Et l'autre aspect, c'est la mutualisation, c'est-à-dire de faire en sorte que les populations elles-mêmes contribuent à la mise en place donc, des financements pour pouvoir réaliser les activités que nous proposons. Donc, du coup, il faut qu'il y ait un cadre qui puisse favoriser justement la mobilisation de ces ressources au niveau donc, des populations elles-mêmes, puisqu'il s'agit donc de leur développement personnel. Donc, la préoccupation aujourd'hui, puisque nos honorables maires sont là, c'est de voir un peu avec eux la possibilité de justement, favoriser donc la mobilisation de ces ressources au niveau local auprès des populations et de deux, favoriser justement l'investissement privé sur des intérêts d'affaires que nous leur proposons après donc que nous avons fait notre évaluation et faire le plan d'action stratégique. Merci beaucoup. J'espère que je me suis fait comprendre. Il y a là devant. Merci, bonjour à tous. Je suis Laure Donvailly, le maire de la commune de Mayo, 30 000 habitants. Je voudrais savoir, je suis en zone rurale, qu'est-ce que je pourrais avoir comme levier pour avoir un territoire attractif, ce qui va faire que les industriels ou les entreprises peuvent venir s'installer dans ma commune pour être plus compétitifs aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup et félicitations aux conférenciers. Pour Kanté, commune de Tambacounda, 120 000 habitants, à l'est du Sénégal, 475 km de Dakar. On parle de développement local tout à l'heure. Moi, je m'intéresse au dernier diapo, notamment l'impact de la Covid. Vous avez dit sur 10 années à venir, les États seront suffisamment éprouvés. Et nous savons que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Quelle attitude est recommandée aux États dans ces situations quand on sait que le véritable développement, c'est le développement à la base? L'autre aspect, le premier intervenant l'a dit, la place du capital humain dans ce processus de prise en charge du développement local. Je vous remercie. On va permettre à M. Yatta de répondre à ces trois premières questions et on reviendra avec les autres. M. Yatta. Oui, merci beaucoup. La première question, c'était celle de savoir est-ce qu'il faut faire des investissements dans l'infrastructure ou dans les infrastructures ou dans le capital humain. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de choix à faire, il faut faire dans les deux. Il faut faire dans les deux. Vous savez, vous avez beaucoup de modèles de développement sans capital humain. Je prends l'exemple d'une industrie particulière qui est le pétrole. Dans le pétrole, vous avez beaucoup de machines et vous avez peu de capital humain. Alors, vous allez voir dans les régions du monde, vous avez des régions du monde qui sont très tourmentées. Vous avez beaucoup entendu parler du Chiapas, par exemple.
À l'époque, il y a 20 ans, le sous-commandant Marcos et tout ça. Mais quand vous faites les PIB des régions de ce pays-là, le Chiapas, c'est la deuxième région en termes de production de richesse. Mais quand vous regardez cette production de richesse, elle est capitalistique. C'est-à-dire c'est le pétrole. Et c'est le pétrole distribue très peu de salaire parce que c'est beaucoup de machines. Donc vous pouvez avoir des gens qui meurent de faim à côté, avec un PIB très élevé, et ça ne règle pas le problème. Donc je veux dire, c'est un juste milieu entre l'investissement dans les infrastructures et l'investissement dans le capital humain. Vous avez aussi des pays qui, à un moment, ont connu des booms économiques. Il y a une dizaine d'années, quand vous regardez, en réalité, c'est la téléphonie mobile. Bon, la téléphonie mobile, il y a un niveau où on n'embauche plus. Donc, on fait de la croissance économique, mais ça n'a pas d'impact sur les populations en termes de redistribution de richesses, etc. Donc, toute croissance est bonne, mais la croissance inclusive est encore mieux quand elle permet effectivement de mieux prendre en compte le capital humain. La deuxième question que j'ai retenue, c'est la question de Madame le maire sur sa ville. Madame le maire, d'abord, commencez à tirer parti de votre interland rural. Qu'est-ce qu'il y a de richesse dans votre interland rural? Parce qu'en réalité, une ville de votre position, elle est d'autant plus riche qu'elle exploite les potentialités de sa zone rurale aux alentours. Quand je dis exploiter les potentialités de sa zone rurale, c'est de se mettre au service de cette zone rurale. Être un centre de stockage, de traitement, de commercialisation, de distribution des produits agricoles de cette zone-là. Et en même temps, à partir de là, commencer à négocier des investisseurs pour faire de la transformation, passer à l'industrie. Et aussi, vous pouvez mettre à profit le positionnement de votre commune. Je ne connais pas, je ne vois pas sur une carte où est-ce que votre commune est positionnée, mais vous savez, dans le réseau de l'armature urbaine de Côte d'Ivoire, selon votre positionnement, vous pouvez tirer profit de telle ou telle chose, selon que vous êtes proche de telle ville, de telle grande ville, de tel port, etc. Donc je pense que vous avez vraiment besoin de faire une vraie analyse de développement économique local de votre commune pour savoir quels sont les facteurs internes et quels sont les facteurs externes qui sont liés au positionnement géostratégique de votre commune qui vous permettent de tirer un meilleur profit. Parce que vous le savez, pour que vous attirez des entreprises, pour que vous attirez des industries, il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Alors, quelque chose en plus, ça peut être la disponibilité de la matière première, ou bien ça peut être la facilité d'exportation à partir de votre commune des produits qui sont fabriqués là-bas. Donc, si votre commune, par exemple, est mal reliée aux principaux centres urbains de Côte d'Ivoire, si les routes sont mauvaises, etc., ça, c'est un peu difficile. Puisque cette industrie que vous souhaitez implanter dans une commune de 30 000 habitants, c'est forcément pour exporter des produits ailleurs. Donc, la question du coût des transactions est très importante. Si vous avez des coûts de transaction élevés, c'est-à-dire que si vous avez de mauvaises routes, si les opérateurs économiques ont des surcoûts liés à la qualité des infrastructures, eh bien, ça peut poser problème. Mais je dirais que c'est l'occasion ou jamais de faire une réflexion sur ça, de regarder concrètement comment les choses se passent, aussi bien en termes de relations avec votre interland qu'en termes de positionnement stratégique de votre commune par rapport à l'ensemble de ce que je peux appeler des points de marché de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un peu les grandes villes, les ports, si vous voulez exporter des choses. La troisième question, bon, je pense que ça, ce n'est pas une question, c'était une question au maire plutôt. Hein? Le monsieur qui avait dit qu'ils avaient des démarches, mais qu'il manquait de financement pour finaliser un certain nombre de choses. En principe, vous avez une démarche au niveau des collectivités locales inclusives qui permettent effectivement, quand on rentre dans une stratégie de développement économique, de pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs.
et de prendre en charge les coûts qui sont afférents à ces activités-là, vous tirerez mieux parti de ce que vous faites en vous rapprochant de la commune, en discutant avec elle et en faisant en sorte que ce que vous désirez faire soit intégré dans le plan de développement économique local de la commune. Parce que souvent aussi, c'est ça, vous avez des choses qui se font en parallèle, en marge, et même dans certains pays, je dirais, contre les communes. Vous avez aussi souvent des lignes de financement qui concourent à ça. Vous avez des gens qui financent que des ONG, certains financent les communes aussi, certains... Bon, donc, on se retrouve dans ce que j'appelle souvent une sédimentation de légitimité au niveau local, où vous avez une multitude d'acteurs, chacun avec son financement, ses financeurs et tout, et les gens se font concurrence plutôt que de travailler ensemble, et c'est peut-être ça le problème. Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de financement. D'accord, merci. Il nous reste une dizaine de minutes pour conclure cette première partie. Quelques interventions encore, s'il vous plaît. Hein? Le micro, s'il vous plaît. La question? On va lui donner le micro. Allez-y, madame. Vous avez le micro, monsieur. Vous avez dit dans votre communication que les institutions internationales ont prévu, en tout cas, un impact sur 10 ans négatif sur la Covid. Et là, quelle attitude serait recommandée aux États, en plus que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État pour porter le développement à la base? Non, vous savez, moi, cette affaire de la Covid vis-à-vis des collectivités locales, c'est quand même un risque. Parce que depuis qu'il y a la Covid, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez tout le monde, la Banque mondiale, les Nations unies, la Banque africaine de développement, tout le monde dit qu'il faut aider les États. Et sur des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales. Ce n'est plus les compétences des collectivités territoriales, mais on ne parle que des États. Et donc, si on y prend garde, cette aide-là va contribuer à recentraliser des politiques qui ont déjà été décentralisées. Donc, vraiment, je pense que là, il y a un problème que les associations de collectivités territoriales doivent relever au niveau de chaque État pour s'assurer que ça ne joue pas un sale tour à la décentralisation, parce que la santé, l'éducation, toutes ces choses, c'est de la compétence des collectivités locales. Moi, j'aurais bien voulu voir le directeur général de la Banque mondiale ou le président du FMI dire on va aider les collectivités locales parce qu'il y a le Covid, il y a la Covid, et non dire on va appuyer les États. Bon, le deuxième enseignement que cela implique, vous avez vu les baisses drastiques. Je crois que ça interroge aussi la manière dont nos États financent les collectivités territoriales. Nous avons dans tous les pays des systèmes de transfert financier qui sont calculés soit sur la base des coûts de compétences transférés ou bien sur la base, je dirais, de ce qu'on appelle la péréquation. Mais personne n'a pensé au cycle économique. C'est-à-dire qu'il faut que les systèmes de transfert financier soient contracycliques. Contracyclique, c'est quoi? Quand il y a beaucoup d'argent, quand l'activité économique va bien, on met un peu de côté, qu'on réinjecte dans les circuits les années où vraiment l'activité économique n'est pas aussi importante. Et donc, ça permet un peu de jouer un rôle d'amortisseur des chocs économiques au niveau des collectivités locales, en permettant à ces dernières-là de pouvoir fournir le même niveau de service aux populations. Parce que vous savez, quand vous avez une collectivité locale qui se retrouve avec 50% de ses ressources en moins, ça interroge, ça met en danger les services publics locaux qui sont habituellement fournis aux populations. Donc c'est quelque chose, à mon avis, sur lequel les États doivent réfléchir. Et ça, il faut que les associations de collectivités locales poussent dans ce sens-là pour que les systèmes de transfert financier, et ça c'est une leçon qu'on tire de la Covid, les systèmes de transfert financier soient contracycliques, c'est-à-dire qu'en période de crise comme ça, qu'on ait une espèce de cagnotte à côté qu'on peut injecter massivement pour permettre aux collectivités locales d'amortir les chocs. Merci. Il ne nous reste plus assez de temps. On va prendre deux ou trois dernières fois. Allez-y.
Je m'appelle Ake Abraham, je suis donc de la commune d'Atekoubé. Tout à l'heure, il y a un des intervenants qui a posé la question concernant le développement humain, entre investir dans le développement, enfin le capital humain et investir dans les infrastructures, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, souvent, nous constatons quelque chose, c'est que il n'y a pas de réelle investigation de la part des responsables des communes ou des responsables des villes ou des responsables de régions vis-à-vis des populations. Et souvent, on constate aussi que les gens ne sont pas à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde entier. Lorsque vous êtes responsable d'une commune, vous devez de temps en temps aller écouter les populations. Qu'est-ce que les populations veulent faire? Quels sont leurs projets? Qu'est-ce que les populations envisagent de faire? Et ensuite, vous êtes obligé aussi d'être à l'écoute de tout ce qui se passe à l'extérieur. Qui vient investir? Dans quoi les gens veulent investir? Qu'est-ce que les gens veulent faire? Est-ce que les gens veulent délocaliser leur entreprise? Est-ce que les gens veulent faire venir leurs usines quelque part? Mais vous devez être au courant de toutes ces informations-là. C'est comme ça que quand vous êtes maire et que vous savez qu'il y a des entreprises qui veulent se délocaliser, vous avez la possibilité de vendre votre commune, ou bien votre ville, ou bien votre région, en disant, écoutez, chez nous, voici ce que nous avons. Venez investir chez nous. Je crois que dans les pays asiatiques, les gens ont bien vendu leur région, et ce qui fait qu'il y a des entreprises en Europe qui ont été délocalisées. D'autre part, ce que je voulais aussi dire, c'est que chaque fois que nous allons vers les populations, c'est en fonction des besoins des populations que les investissements au niveau des infrastructures vont se faire. Aujourd'hui, on parle du Grand Abidjan. Parce que simplement, on se rend compte que les populations ont de plus en plus de véhicules. Les populations ont des moyens. Peut-être que la situation économique est assez favorable. Donc les gens ont des moyens. Les gens veulent circuler. Et on se rend bien compte que la ville est rétrécie et qu'il y a des difficultés. Donc on parle maintenant du Grand Abidjan. On va donc étendre Abidjan à 19 communes. On va donc aller jusqu'à Zaguié, à Jacquesville. Et c'est tout un plan qui va se développer. Donc les infrastructures vont être projetées pour qu'on puisse donc construire des routes, on puisse construire de nouvelles villes, parce qu'on veut aussi qu'Abidjan soit un hub, Abidjan soit le centre du monde. Beaucoup de personnes veulent venir à Abidjan parce qu'il fait bon vivre, mais aussi on peut faire des affaires. Donc je veux dire que le maire ou le président de région doit être à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde entier. Voilà, je voudrais donc apporter cette contribution. Donc c'est en fonction des besoins des populations que les infrastructures vont être menées. Bien sûr, on se projette dans l'avenir. Les gens sont aujourd'hui là, mais demain, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il faut aussi donc faire une certaine... il faut donc prospecter aussi dans l'avenir, il faut donc faire aussi de la prospective, d'accord? Je voudrais donc m'arrêter là, puisque... Merci. Aussi un peu Merci. Le temps court. Monsieur Yatta, vous allez répondre. On va prendre une préoccupation par ici. Ah oui, c'est. Là, et on finit ici. La dame en blanc, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc bonjour tout le monde. Moi, je suis Madame Atika Toudien. Je viens de la Mauritanie. Je manage une organisation de la société civile qui s'appelle Alliance Citoyenne. Et nous évoluons sur les thématiques de paix, résilience et gouvernance et sécurité. Moi, je voudrais bien qu'en faisant le développement de cette théorie-là, de ce processus de développement local, qu'on ait quand même un œil, un regard vraiment sur les questions de paix et de sécurité. Parce que quand on pense délocaliser, amener les industries à s'intéresser à nos territoires, cela suppose déjà qu'il y a une question de paix et de sécurité qui règne dans ce truc. Maintenant, monsieur le conférencier, monsieur le panéliste, quelles mesures ou quels mécanismes additionnels devrions-nous introduire pour que ce développement puisse être inclusif? Ça veut dire qu'il inclut d'abord les questions de paix et de sécurité. Merci beaucoup. Dernière intervention avant que M. Yatta ne réponde. Et
conclut cette première partie. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc j'avais juste une question parce que vous avez dans votre présentation mentionné l'économie sociale et solidaire comme levier, mais juste mentionné, alors que ça semblait être un levier extrêmement important pour pouvoir créer de la richesse et lutter contre les inégalités au sein des villes. Donc juste si vous pouviez en dire 2 mots de plus, parce que dans certains pays, ça correspond à un statut légal qui permet justement de lever des financements pour agir, et dans d'autres pays, c'est simplement un concept. Donc voilà, c'était là-dessus. Merci. Toute dernière intervention, rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci. Je suis le maire de Songon. Pour ceux qui nous visitent, c'est une petite commune proche d'Abidjan, de Yopougon notamment. Ma question est adressée surtout sur le plan institutionnel. Qu'est-ce que peuvent faire les institutions comme la CGLU dans le cadre des lobbying pour avoir un périmètre de décentralisation assez uniforme sur toute l'Afrique? Lorsqu'on va parler de développement économique, on va forcément parler de ressources, de maîtrise de ces ressources et de capacité à hypothéquer ou en tout cas à mettre en garantie ces ressources en vue de financement, parce qu'on ne peut pas développer un territoire si on n'a pas les moyens de le faire. Et la première question que vous posent les bailleurs de fonds, que ce soit public ou privé, c'est la maîtrise de ces ressources-là. Dans certains pays, y compris les nôtres comme la Côte d'Ivoire, un certain nombre de ressources nous échappent. Si vous voulez, on nous dit, la loi dit, vous avez droit à ça, mais en trésorerie, en réalité, ce qui est récupéré par la Direction générale des impôts, par exemple, est systématiquement reversé à l'État qui, selon son tempérament ou ses besoins de trésorerie, nivelle ces ressources-là. Donc on n'a pas les ressources, on n'a pas la maîtrise de nos ressources, et si vous n'avez pas la maîtrise des ressources, comment voulez-vous avoir une discussion, ne serait-ce que sérieuse, un minimum, avec des bailleurs de fonds? Donc la question précise, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des prérequis minimaux pour permettre aux collectivités d'aborder la question de développement économique autonome? Et si oui, qu'est-ce que fait l'organisation que vous représentez ici pour influencer les organisations intracommunautaires, communautaires, régionales, etc., pour faire en sorte que les États se dotent de législation qui soit à peu près similaire et qui permettent aux collectivités de se développer véritablement? Merci. Merci. Monsieur Yatta, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, il y a beaucoup de questions. Je pense que probablement je n'aurai pas le temps de répondre à certaines autres. On aura peut-être après un aparté à échanger. Donc, je vais commencer par cette dernière question. Qu'est-ce que CGLU a fait en appui aux États? Vous savez, depuis 2012, nous publions ce qu'on appelle l'environnement institutionnel des pays africains. C'est-à-dire que pour les 53 pays africains sur les 54, c'est-à-dire que c'est la Libye seulement qui n'est pas incluse, nous essayons de mesurer la qualité du processus de décentralisation, la qualité de la marge de manœuvre qui est offerte aux collectivités territoriales. Et nous classons les pays en 4 groupes. Vous avez les pays en vert, où l'environnement institutionnel est favorable aux collectivités locales. Vous avez les pays en jaune, où c'est favorable, mais il y a des éléments qu'il faut améliorer. Vous avez les pays en orange, où il faut d'importantes réformes. Et puis vous avez les pays en rouge, où il n'y a vraiment rien pour les collectivités territoriales. Bon, donc je vous dis ça parce que la première fois quand on a publié, vous savez, à l'occasion d'Africité, vous avez la réunion des ministres de la décentralisation. Vous avez souvent les politiques, la meilleure manière de les avoir, c'est de titiller leur fierté. Vous avez des ministres qui sont rentrés dans la salle de conférence, qui ont pris la publication, qui ont regardé, et pour la première fois, on donne des notes. Ah, mon pays en rouge. Comment? Bon, d'abord, ils s'énervent. Évidemment, en salle, on nous apostrophe. Mais de quel droit vous vous permettez de mettre mon pays dans les pays en rouge? Vous allez voir, c'est les persona non grata. Et puis à minuit, il vous appelle dans sa suite, il vous dit, bon, monsieur Atta, quand même, vraiment, dites-nous quelles sont les réformes qu'on doit faire pour que la prochaine fois,
Voilà ce qu'on fait. Bon, donc déjà, ça, c'est pas mal. Je vous donne le cas des Seychelles. Vous savez, les Seychelles, en Afrique, ils sont premiers en tout. On a fait cette publication sur la décentralisation. Il devait être avant-dernier ou un truc comme ça. Le maire de Victoria est venu crier. Et puis, ils ont dit, la prochaine fois, vous faites le comité exécutif de CGLUA aux Seychelles. On a dit, il n'y a pas de problème, on y est allé. Et le soir, on nous dit, le président vous reçoit. Bon, on se met tous en costume. Je ne sais pas si vous connaissez les îles. On vient, on trouve le président en bras de chemise là, qui nous dit, mais vous n'avez pas chaud avec tous vos costumes? Et alors, comme c'était une audience, il nous dit, bon, alors c'est quoi cette affaire de décentralisation? Nous sommes avant-dernier et on aimerait savoir. Donc on lui a expliqué. Eh bien, ils ont pris toutes les lois de décentralisation. En 4 ans, nous sommes venus former l'Assemblée nationale, ils ont pris les lois. Donc voilà le genre de choses que nous essayons de faire pour faire avancer les choses. Et dernier point, la Côte d'Ivoire. Il y a 3 ans, et là je parle sous le contrôle du préfet hors grade Gervais Koulibaly, qui était le principal consultant d'ailleurs. Vous savez qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris les lois sur les compétences transférées en Côte d'Ivoire. En relation avec la Direction générale du budget, nous avons scruté toutes les dépenses des départements ministériels, des institutions de l'État, et on a essayé de retrouver toutes les dépenses qui concernent les compétences des collectivités territoriales. Parce que normalement, aucune institution ne doit dépenser dans le domaine des collectivités territoriales. Tout cet argent doit aller là-bas. Les gens qui font des classes, des centres de santé. Et vous vous rendez compte de ce qu'on a trouvé? Sur 100 francs, les ministères dépensent 80 francs. Et ce n'est que 20 francs qu'on donne aux collectivités territoriales. Bon, donc on a, à l'époque, avec le Premier ministre Gon Koulibaly, on a commencé un travail sur une feuille de route pour améliorer tout ça, parce que on ne peut pas, normalement, quand il y a décentralisation, vous prenez dans les pays comme, je prends le Rwanda, l'Afrique du Sud, c'est même pire, parce que l'Afrique du Sud, on ne peut même pas voter la loi de finances si les communes ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de loi de finances. Dans leur constitution, là, on a mis l'État, c'est le gouvernement, c'est les communes et les provinces. Personne n'est supérieur à l'autre. Donc, la loi de finances, s'il y a un qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de loi de finances. Bon, donc vous voyez ce genre de choses, ça permet vraiment d'avancer, mais on aura le temps de discuter. Alors, sur infrastructures et services, vous savez, souvent il y a une grande différence, comme on travaille un peu sur toute l'Afrique, entre cette partie de l'Afrique et l'autre partie. Ici, Afrique de l'Ouest, généralement on dit la décentralisation, l'objectif c'est de fournir des services aux populations, des services de base. Vous avez des pays où on dit la décentralisation, c'est l'amélioration des conditions de vie, le développement économique. Bon, donc ce n'est pas exactement le même point d'entrée. Dans certains pays de l'Afrique australe, quand le maire se réveille le matin, la première des choses, il appelle tous les opérateurs économiques pour savoir si tout va bien. Est-ce que vous avez un problème ici? Est-ce que vous avez un problème là, etc. Donc ça, je dirais, c'est une approche qui est très différente, qui vient aussi du fait que notre décentralisation est fille plutôt de la démocratisation, parce qu'il y a des pays qui sont allés en décentralisation de manière objective, parce que ça devrait améliorer les choses. Alors que dans une bonne partie de l'Afrique, on est allé en décentralisation parce qu'on a démocratisé. Et la meilleure manière de démocratiser, c'était aussi de faire des élections locales, etc. Bon, donc c'est vraiment deux autres manières de voir les choses. Et ma troisième réponse, je crois que l'intervention de notre ami là-bas, et c'est l'objet de cette conférence-là, la démocratie participative n'est pas l'ennemi de la démocratie élective. On peut être élu, mais retourner aux populations pour toutes les décisions qui concernent les, les axes d'intervention, les priorités, etc. Vous savez, on ne se trompe jamais en consultant les populations. Parce qu'elles ont le vécu quotidien, elles connaissent les problèmes et elles peuvent aider
à prioriser. Voilà, monsieur Seri, pour ne pas être très long. Merci beaucoup. Dire à propos de tout ça. Applaudissements. Merci beaucoup.